Il y a 40 millions d'années, des requins évoluaient ici, dans la géographie marine de ce qui allait devenir Paris. Sur la colline du Trocadéro, un chantier a mis à jour des roches fossiles incrustées de coquillages et de dents de requin. Mais ce n'était pas une fouille archéologique qui motivait les entrepreneurs. Derrière les palissades, un projet ambitieux est en train de prendre forme, reconstruire totalement le vieil aquarium du Trocadéro pour en faire un des plus beaux et des plus modernes d'Europe. Le site est classé, les consignes de la mairie de Paris sont claires, les promoteurs ne doivent toucher aucun arbre et laisser le parc tel qu'il était avant les travaux. Le chantier entame sa 3e année, mais presque rien ne transparaît à la surface. Comme pour un sous-marin, c'est dans les sous-sols que tout se passe. Théoriquement, l'aquarium doit être livré dans 3 mois, mais aujourd'hui, l'urgence est de remplir les bassins. Non, pas lundi, mais est-ce que dans la semaine? Moi, s'il est rempli. A priori, il ne reste qu'à ouvrir le robinet. Mais une armada de problèmes techniques refait surface chaque jour. La vue de l'extérieur. Il faut rigidifier cet ensemble. Michel, s'il te plaît. Stop. Nous, on fait du faux rocher. Jean-François, on fait du faux rocher. Précable en PVC ou pas, je ne connais pas. C'est pas mon goût. Dans ces cas-là, je t'ai fait un devis avec. Il y a de la mauvaise volonté de part et d'autre. Parce que tu parles des odeurs de. On a mis un extracteur, on va en mettre un deuxième. Moi, je m'arrête là, je vais pas là. Cet homme qui s'amuse des querelles incessantes, c'est Pascal Coutan. Et c'est tout le temps comme ça. Pascal est le biologiste en chef de l'aquarium. Avec son équipe, il sera responsable de tous les pensionnaires qui séjourneront ici, c'est-à-dire plus de 15 000 poissons, dont des requins, des raies et des centaines d'autres espèces. Les sous-sols du Trocadéro sont percés de 43 bacs d'exposition. L'équipe de Pascal Coutan relève le pari d'emmener les visiteurs dans un tour du monde des milieux marins en quelques pas. Bientôt, tout sera noyé. C'est peut-être la dernière fois que Pascal Coutan peut marcher au fond du grand bassin. Ici, on a voulu recréer un grand bassin qui va faire 2400 mètres cubes. Le but, c'est de procurer du rêve aux visiteurs, c'est-à-dire que l'objectif des architectes, c'était de le découvrir petit à petit, c'est-à-dire qu'on a la grande faille là-haut, une grande vitre verticale qui va nous montrer juste subrepticement, c'est tout là-haut là-bas, le passage des poissons. Ensuite, on va découvrir le bassin à travers un autre aquarium, donc on verra juste les requins dans le fond d'un aquarium. Et petit à petit, comme ça, on va découvrir tout le bassin, c'est-à-dire qu'après, on aura les hublots ici. Après, on sera sous la grotte, on va avoir une trentaine de requins, plein de sortes de raies. Et donc quand on va être dans le tunnel, on va avoir les nuages de raies qui vont nous passer au-dessus de la tête, des gros requins qui vont passer. Je pense que ce sera vraiment grandiose. Les paysages marins s'élèvent en béton. Des grottes, des stalactites et des orgues basaltiques apparaissent sous les truelles des artistes. À la demande de l'architecte et des concepteurs, c'est vraiment leurs idées, c'est eux qui voulaient mettre ça. Donc on essaye de concilier à la fois les aspects biologiques et les aspects décoratifs. Mais là, c'est vraiment crucial au niveau de la décoration. T'as combien de temps pour sculpter en fait? J'ai la journée. Donc à 14 h, de manière que j'ai réussi ou pas, c'est mort, c'est fini. Ça sera du plomb. Et c'est comme ça depuis 9 mois. Mais c'est le dernier bassin. Ouais, quand même. C'est le dernier bassin. On y arrive. Pour mettre de la vie dans ces rochers, Pascal a lancé un appel d'offres à tous les professionnels de la pêche. Le bac Méditerranée sera peuplé par Gérard Carodano, marchand de rêves et de couleurs sur la Côte d'Azur. Ce qui serait dommage de rater en Méditerranée, c'est les couleurs et les propriétés fluorescentes de certaines espèces. Encore faut-il être plongeur ou pêcheur pour connaître et pour imaginer lorsqu'on est au fond, on se dit tiens ça va avoir de la gueule, on va mettre ce nudibranche, on va mettre cette gorgone ou on va mettre cette éponge, avec la lumière on va arriver à faire quelque chose de génial, on va faire rêver les gens. Gérard Carodano termine aujourd'hui sa campagne de pêche. Il ne lui manque plus qu'une dernière prise pour honorer son contrat avec le Trocadéro. Des créatures essentielles
auxquels pourtant les visiteurs d'aquarium ne prêtent jamais attention. Les détritivores. Ça consomme les détritus, c'est pour ça qu'on les appelle des détritivores. Et on en injecte dans tous les bacs, parce que si un jour il y a un poisson qui est mort, qui est resté sous un caillou, que tu ne vois pas, il va être beaucoup plus vite éliminé par ces éléments que s'il pourrit dans le bac. C'est pas vraiment génial pour les germes pathogènes que ça peut générer. Vice-champion du monde de plongée, Gérard Carodano s'est installé au bout des chantiers navals de La Ciotat. Dans les profondeurs de ses filets, la collection automne-hiver de poissons est au complet, la touche finale d'une traque de plusieurs mois pour présenter les plus belles pièces. Le dactyloptère, là, il est prévu pour partir au Trocadéro à Paris. C'est la chance d'avoir un poisson comme ça parce que c'est relativement rare, on en a 2-3 dans l'année. Et dans cet état acclimaté et parfait comme ça, c'est une aubaine parce que c'est pas évident du tout. Ça. Dans les réserves d'un artisan de la mer, les poissons sont à l'étroit. Ils occupent le moindre recoin, ce qui commence à poser problème. Là, il y a une grosse commande qui vient de tomber pour Munich. Et ce serait bien que les poissons destinés au Trocadéro, qui a pris un petit peu de retard, puissent rentrer sur Paris. Tant qu'on n'est pas mieux structuré, on est un petit peu tenu par la capacité de capture, d'autant qu'on ne peut pas mettre n'importe qui avec n'importe quoi. Il y a quand même d'énormes conditions de compatibilité à respecter entre les spécimens, et puis il peut même y en avoir qui bouffent les autres. Certains poissons vont se faire avaler, d'autres vont se reproduire plusieurs fois avant de rejoindre Paris, où le chantier prend de plus en plus de retard. L'embouteillage menace, mais pas question pour Pascal Coutan de freiner ses commandes de poissons. On a un aquarium qui est consacré à la faune guyanaise, donc on va essayer de s'approvisionner au Brésil pour avoir les poissons qui vont dans ce bassin-là. C'est le bassin de la boutique qui fait 25 mètres cubes. Ce qu'il faut, c'est mettre quelques gros poissons herbivores. Jory et Robson viennent du Brésil, où ils ont créé une société d'élevage et de capture de poissons d'ornement. Des bancs énormes de petits poissons, colorés, plusieurs espèces. Aquele carnívoro que era perigoso botar junto com c'est celui-là. Voilà. Ouais. Voilà. Comme avec chacun de ses fournisseurs, en marge de la liste, Pascal formule un souhait, un vieux rêve, la capture d'un requin. La commande en poche, Jory met le cap sur le Brésil et ses 8000 km de côte. Elle rejoint ses bureaux à Natal, dans l'état du Nord-Est. La pêche là-bas est en plein essor. La société de Jory et Robson veut profiter de cet élan. Elle propose des poissons d'ornement, mais investit dans l'aquaculture et l'exportation. Tout reste à faire pourtant. Malgré un énorme potentiel, le Brésil occupe seulement le 27e rang mondial des producteurs de poissons. La pêche est très souvent artisanale, une aubaine pour Robson qui traque jusque dans les gargotes du port des spécimens bien précis. Je pense qu'il y a beaucoup de poissons comme celui-ci. Il faudra en trouver. Vous voyez le jaune, il est superbe. Si vous pouvez en attraper, on vous les achètera tous. Il y a des marrons par ici, mais nous voulons des jaunes avec des petites taches noires comme celui-ci. Alors si vous en trouvez, nous on en veut. Oui, c'est un baiacu. Jory et Robson sillonnent le pays. La pêche aux petits poissons a été rapidement lancée. Ils ont le temps d'organiser leur chasse aux requins. On va voir Carlos qui pêche le requin depuis plus de 20 ans. C'est le seul par ici. Il le recherche pour sa viande, mais il lui arrive aussi d'en attraper de vivants. Pour rencontrer Carlos, il faut aller jusqu'au Cap San Roque, la plage du Brésil la plus proche de l'Afrique. Vous attrapez des requins? Et seulement des requins? Non. On rapporte aussi d'autres pièces. Bon, ben, je vous souhaite un bon voyage et qu'il soit un succès.
Carlos possède deux choses, une expérience de 25 années passées en mer et un bateau tout à lui, un sacré capital. Le Brésil compte 50 millions de pauvres, près d'1 sur 2 vit dans le nord-est. Faudrait que vous veniez quand on pêche. On passe 4 ou 5 jours en mer. Et quand on revient, notre distraction c'est ça. On joue et on boit. Parce que le métier est difficile. Vraiment. La mer est difficile. Le travail est difficile. On doit de l'argent, on en doit beaucoup. Et pour payer nos dettes, il faut qu'on reste en mer malgré les tempêtes et les orages. Mais un dicton du Nord-Est l'affirme. On ne meurt de faim ici que si l'on refuse de pêcher. Carlos connaît une zone, à une dizaine d'heures de navigation, où le bateau aura une chance de croiser la route des requins. Des centaines d'hameçons vont descendre jusqu'au fond. C'est le début d'une longue chasse qui va durer plusieurs jours. Dans le nord-est brésilien, d'autres hommes travaillent pour l'aquarium. Embauchés par Jury et Robson, ces deux pêcheurs se sont endettés pour acheter leur propre barque et fouillent sans relâche les eaux troubles de la mangrove. Un hippocampe. C'est une sacrée bonne rencontre pour Janison. Il en recevra environ 2 €, un cinquième du prix facturé à l'aquarium. Pour survivre ici, je dois travailler du lundi au lundi. Je démarre la journée quand la marée est au plus bas. Je ne pourrais pas embarquer sur un bateau de pêche. Ce serait trop fatigant pour moi. Le poisson d'ornement, c'est exactement ce qui me va. Et ça ne m'empêche pas de prendre aussi du poisson pour le manger. Mais parfois je plonge 2 ou 3 jours de suite sans rien trouver. Sous l'eau, Janison file à toute vitesse sans un regard pour les poissons communs ou vénéneux. À chacun sa technique et ses armes. Janison a opté pour la simplicité d'une bouteille découpée. Dans ses mains, le piège est imparable. La cueillette va se prolonger tout l'après-midi. Une récolte payante, Robson, l'associé de Jury, vient prendre livraison d'une vingtaine de poissons multicolores, mais surtout d'une demi-douzaine d'hippocampes. Cet hippocampe est très recherché. C'est une bonne affaire commerciale. Il vaut entre 10 et 12 $ sur le marché. On en trouve par ici. L'Institut de la pêche au Brésil, l'IBAMA, est en train d'instaurer des quotas annuels pour stopper la pêche intensive. Chaque entreprise de pêche comme Aqua Brasil a droit à 1000 hippocampes par an. On va remplir un bassin de 2500 m3 avec un tuyau d'arrosage, c'est pas mal. Hein, c'est parti. On ne peut pas monter le niveau de plus de 50 cm par jour pour une
par rapport à des contraintes béton pour que le béton se mette en charge progressivement. Donc il faut que le niveau monte doucement. Donc 50 cm par jour, ça correspond à 2 tuyaux comme ça. Donc je vais mettre un deuxième tuyau et ça va remplir tranquillement. Il nous faudra donc 50 cm par jour, il y a presque 10 mètres. Donc faire le calcul, ça fait, je sais plus, ça fait presque 3 semaines pour remplir le bassin. Pendant qu'à Paris, le niveau monte lentement, de l'autre côté de l'Atlantique, Carlos et son équipage poursuivent une pêche jusque-là sans succès. Soudain, la ligne résiste. Ah, il y en a un là, juste en dessous. Le câble est lourd, lourd comme une enclume. C'est un requin marteau de plus de 80 kilos. Vivant, ce requin vaut plus de 15 000 $. La plupart des aquariums rêvent d'en posséder un dans leur bassin. Mais celui-là finira sur l'étal d'un marché. Encore une nuit à attendre. Pour augmenter sa chance, Carlos sort un atout de son jeu, un seau plein à ras-bord de sang de bœuf. Il sait que les requins en détecteront une seule goutte dans des millions de litres d'eau de mer à des centaines de mètres à la ronde. Et ils se rapprocheront. C'est confirmé, Carlos est en train de croiser la route des requins. En quelques heures, il en a pêché 3, mais ils sont tous morts. Cette fois, la ligne s'agite. Il est parti? Il s'est décroché, il s'est libéré. Ouais, regarde. Il s'est échappé, il reste dans les parages. Regarde-le, regarde-le. Je pense que c'est une sorte de décompression qu'il fait. Il prend son temps avant de redescendre. Regarde, il est toujours là. Il va faire des allers-retours et puis il descendra. Mais bon, il a réussi à se détacher, il a gagné sa liberté. Une deuxième chance se présente assez vite. Un requin nourrice s'est fait épingler. Il est petit, donc transportable. Pour le garder vivant, il faut le remonter sans le blesser. Et en même temps faire attention à ne pas basculer. L'équipage est de retour avec toute sa cargaison. À marée basse, le bateau ne peut pas accoster. Il faut transporter les prises sur une barge pour rejoindre le village. Fiori est là, mais elle verra le requin plus tard. Pour l'instant, c'est une véritable attraction pour tout le village.
C'est peut-être le plus petit aquarium du monde, mais les visiteurs sont au rendez-vous. Parmi toutes les photos prises ce jour-là, l'une d'entre elles partira en courrier électronique à l'adresse de Pascal Coutan. Donc maintenant, c'est à moi de voir si ce poisson nous intéresse. Effectivement, on l'avait mis dans notre liste, donc ça nous intéresse. À savoir si ça rentre encore dans mon budget par rapport aux tarifs. Parce qu'en fait, il y a deux grandes familles de requins. Les requins qui ont besoin de nager pendant le transport. Donc là, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Donc ça coûte très cher au niveau du fret. Puis après, il y a les requins type requin nourrice qui peuvent respirer sans nager. Donc là, ça coûte beaucoup moins cher. Un requin, ça commence à je sais pas moi, 2000, 2500 $ ou euros, c'est à peu près la même chose. Et puis ça peut aller pour les requins-ci jusqu'à 25 000 $. La moitié des requins du Trocadéro est pêchée dans leur environnement naturel. Les autres viendront du Marineland, le célèbre parc d'attractions de la Côte d'Azur, surtout connu pour ses orques apprivoisés. Mais le Marineland est aussi le premier au monde à avoir maîtrisé la reproduction de requins gris et à se lancer dans le commerce de jeunes requins sous la conduite de John Kershaw. Le secret de la reproduction dans toute espèce est un équilibre des paramètres qui jouent dans la reproduction, c'est-à-dire le bassin compte pour beaucoup, la qualité de l'eau et les animaux présents. Il faut ce qu'il faut. Il faut un ou deux mâles, de préférence à peu près dominants, et des femelles disponibles et adultes, bien sûr, et en âge de se reproduire. Et à partir de là, le cycle se déclenche. Et une fois que le cycle est déclenché, il faut essayer de maintenir l'équilibre en permanence pour que la chose continue. On va choisir celle qui très visiblement porte quelques bébés dans son ventre. Ça sent nos bébés pour printemps, été 2006. L'équipe du Marineland d'Antibes a tourné ces images exceptionnelles, la naissance d'un jeune requin. Les bébés squales seront aussitôt transférés dans un autre bassin pour les protéger de l'appétit de la famille. Pour assister à un heureux événement au Marineland d'Antibes, il faut un peu de patience à ces jeunes collégiens. La gestation d'un requin gris dure une dizaine de mois. Quoi? À la naissance. Parfois, on a l'impression qu'ils sont intelligents et parfois, on a l'impression qu'ils pensent pas. C'est ça qui est un peu difficile à savoir. Moi, je trouve qu'il vaut mieux qu'ils naissent en captivité, qu'on les pêche dans la nature et qu'on les mette en captivité. Là, c'est encore plus effroyable. Parce que l'autre, sinon, ils savent pas qu'il y a un grand large. À Paris, dans les bassins du Trocadéro, le niveau de l'eau grimpe depuis 10 jours. Pour Pascal, l'heure de vérité sonne tous les soirs. Derrière ces murs, des tonnes d'eau éprouvent l'étanchéité des bassins. Une épée de Damoclès. Que ce soit pour un aquarium de salon ou pour un ouvrage aussi grand, c'est le même cauchemar qui menace. L'eau vient d'ici. Il y a urgence. Le spécialiste des vitrages doit impérativement accourir des États-Unis. 2 jours plus tard, Brian débarque du Colorado avec une pompe à silicone, de la teinture et l'humeur des mauvais jours. Pascal, par où on descend ?
Ce trou là-bas, c'est pas une fuite, je suis catégorique. Il n'aspire pas la teinture. La teinture était dans le trou, et quand j'ai mis le silicone, tout est ressorti. S'il y avait vraiment une fuite, la teinture disparaîtrait dans le mur. Ça vient d'ailleurs, derrière les rochers. C'est pas dans ce trou. Je peux pas te dire où. Il faut que tu cherches. On n'est pas à l'humidité, on est dans l'eau. Non, enfin, on n'en est pas loin, quoi. Il y a des éclaboussures d'eau partout. On n'en est pas. Et c'est pour ça que donc. Enfin, écoute, on verra demain. On saura demain après-midi. Je sais pas trop. Le lendemain, les entrepreneurs et le directeur de l'aquarium décident d'employer les grands moyens. Il faudra donc d'abord baisser le niveau d'eau afin de détruire les décors, d'accéder aux étanchéités et de les réparer. L'eau est à la fois notre source d'attraction, mais sera dans le même temps notre source d'ennui. Est-ce que tu vois le polyane, il passait ici, là. Ils ont traversé le polyane. Donc il y aurait du polyane entre la résine et l'étanchéité. Oui. Donc automatiquement... Et il tourne le crochet d'ancrage en plus. Elle est vachement reflue là. Oui. Ah oui, non, mais il y a un trou là. Là, il y a un trou là. Ouais, tu crois que c'est ça qui suffit pour... Il y a un trou là. Bouge pas, attends. Là, tu risques d'en refaire un. Non. Il faudrait rappeler avec un cutter ou... Il y a un trou au-dessus. Il y a des zones qui n'ont pas été contrôlées alors qu'il y a des fuites. Ici. Derrière, au bout du bassin, là-haut. Si les mecs ne savent pas ce qu'ils ont à contrôler, ils n'ont même pas rien à foutre sur le chantier. Il faut quand même arrêter de déconner. Je ne vais pas mettre un mec derrière chaque mec pour qu'il vérifie le travail qu'il a à faire. Les mecs, ils ont leur bon boulot à faire. Qui leur a donné les instructions de contrôler à tel endroit et de ne pas contrôler à tel endroit? On leur a donné aucune instruction, ils doivent contrôler leurs installations. Sur le chantier, aucun bassin n'est encore prêt, tandis qu'un peu partout dans le monde, les poissons ont déjà pris la route de Paris. Ouais. Bon après, tu peux préparer le camion pour cet après-midi pour que j'aille chercher les poissons en Lorraine. Ouais, okay. Et puis on va regarder aussi les bacs dans la quarantaine, parce qu'on attend encore les poissons du Japon, de Tahiti qui doivent arriver demain. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, puis il y a le Brésil qui va pas tarder, j'attends. Tiens, faut que je les appelle parce que j'ai pas de nouvelles. Au Brésil, des poissons multicolores et des hippocampes vont faire leur baptême de l'air. Et qu'est-ce que vous avez comme cargaison à déclarer? J'amène des poissons pour l'exportation. Le contrôle d'entrée de l'aéroport est bref, mais la procédure est suivie depuis longtemps par le service IBAMA, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables. Le rôle de l'IBAMA n'est pas seulement de contrôler, mais on essaie de développer aussi une sensibilité à l'environnement. En ce qui concerne les poissons d'ornement, il est nécessaire que les sociétés soient enregistrées auprès de nos services. Cette pêche doit être strictement contrôlée. Il y a une demande forte et nous sommes obligés de la surveiller. Si par hasard quelqu'un essaie de se soustraire au contrôle, ça devient du trafic. Et là, nous réagissons fermement. D'après les chiffres officiels, le trafic de poissons diminue au Brésil. Les fermes aquacoles se multiplient partout dans le monde face à une pêche de plus en plus aléatoire et difficile. À ce rythme, dans une vingtaine d'années, les professionnels prédisent la fin du prélèvement en mer. Tous les poissons d'exposition seront nés en captivité. Voilà, ça s'est bien passé? Ouais, relativement bien. Relativement? Relativement bien. C'est pas parfait alors? Non, il y en a quelques-uns qui fuient, alors c'est un peu galère. Ah merde. On va regarder ça.
Les premiers cartons arrivent de Tahiti, du Brésil, du Japon, et ils s'entassent dans la réserve. Il faut stocker les nouveaux pensionnaires, comme on peut, en attendant la fin des travaux. Ah voilà, ça c'est pour là-bas. Conditionnés sous oxygène, les poissons ont tous été affaiblis par le voyage, certains plus que d'autres. Poisson perroquet. C'est des poissons qui sont très colorés, mais là ils étaient dans le noir, donc ils sont tout ternes. Il est un peu fatigué lui. Hein. On va les déballer vite parce que d'ici quelques heures il va reprendre ses couleurs. Là pour l'instant il est un peu stressé. Oula! Oula là là là. Ceux-là ils sont pas. Il y en a un qui est vivant là-dedans, mais faut l'ouvrir vite. Encore un perroquet. Ah, c'est bon. Là, on est à 6,5 et en température, on est à 24. Les bacs sont plus froids. Ouais, c'est plus froid. C'est Brasoma velliferum. Magnifique, il est magnifique. Les acteurs sont en coulisses, mais dans les bureaux de la production, le scénario piétine et bloque toujours sur la même scène. Je peux vous interrompre? Oui, ça y est, c'est fait. Une autre fuite dans le Bessakodon. Lequel? Là. Oui. On est descendu sous le local. Ouais. Là, il y a le tuyau qui pénètre le voile, qui est le tuyau de surverse. Et on voit tout autour du tuyau l'eau sortir. Suinté. D'accord, alors ça semble clair. J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est pas un trou qui est plus bas? Et avec la pression, il pompe. Bah, si je commence à casser 5 mètres carrés, on n'est pas sorti de l'auberge pour les refaire et tout. Le temps qu'on refaire la cage, de refaire un strade, de refaire tout cela. Il faudra encore 2 mois de travaux avant que l'aquarium puisse enfin accueillir son public. Les fuites sont un mauvais souvenir et le film catastrophe laisse enfin la place à la magie des fonds marins. Des murs d'écran projettent des mangas asiatiques et des films aquatiques, des images qui répondent aux chassés-croisés des poissons du monde entier. Pour admirer les requins, les stars de l'aquarium, le chemin des visiteurs passe devant les pensionnaires de Gérard Carodano, ceux de Joury et des autres pêcheurs aux merveilles. Tout est en place pour la visite. Mais au bout de l'aquarium, le grand bassin des requins est absolument vide. Un problème de dernière minute pour Pascal Coutan. L'eau est trop douce pour les dents de la mer, impossible d'y plonger les squales. Il faut d'urgence rajouter plusieurs tonnes de sel. Donc le bassin est plus grand que prévu, plus grand que les estimations qu'avaient fait les architectes. Et mon fournisseur de requins, donc le Marineland d'Antibes, m'a demandé à ce que la salinité soit exactement de 34 grammes par litre pour les requins. Donc là, actuellement, on est à 30 grammes par litre. Donc il faut qu'on rajoute, par rapport au volume estimé, entre 8 et 10 tonnes, on va dire. C'est-à-dire que ce matin, on va rajouter pratiquement 10 tonnes. On va bien voir à combien on arrive en salinité.
En provenance du Marineland d'Antibes, un camion roule depuis 16 heures. Sa cargaison, 4 requins et plusieurs milliers de litres d'eau. Guillaume, l'assistant de Pascal Coutan, contrôle toutes les 2 heures la santé des squales qui doivent nager sans cesse pour respirer. Donc en oxygène, on a 125%, sachant qu'il faut être à plus de 100%, c'est très bien. Et la température, 23,3 degrés, c'est un peu frisquet, mais ça va. Au petit matin, les vedettes de l'aquarium arrivent enfin. Les requins sont de retour quelques millions d'années plus tard dans le bassin parisien. Il est beau celui-là, la vache. C'est pas. Allez. La tête, il va tourner. Il faudra aller libérer le passage, s'il vous plaît. Attention. On est. Toi, t'as la tête, c'est pas grave. On a le filet. Attention, la tête contre le mur. Attention contre le mur. Ah ben, je tiens la queue. Ça y est, le sous-marin du Trocadéro a pris le large à quelques pas de la Seine. Les hublots dévoilent à ses premiers passagers une nature fragile et envoûtante. Un monde d'eau salée qu'aucun spectacle n'a jamais supplanté et que les hommes s'acharneront toujours à vouloir recréer.